l'OLP reconnaît Israël pour la première fois à Stockholm. Yasser Arafat précise explicitement le droit à l'existence de l'État juif. Mikhail Gorbatchev à l'ONU, l'Union soviétique va réduire unilatéralement ses forces armées en Europe et propose un cessez-le-feu en Afghanistan le 1er janvier prochain. Normalisation progressive du trafic dans les transports parisiens, les syndicats, sauf la CGT, ont signé le protocole d'accord avec la direction. Violent tremblement de terre en Arménie soviétique, la même où les tensions ethniques ont déjà fait des morts et accumulé des réfugiés. C'est dimanche, place au nouveau comique Jérôme Deschamps et son spectacle au Centre Pompidou. Madame, monsieur, bonsoir. Quelle journée! Il y a des jours comme cela où l'actualité ne cesse de bousculer ses priorités. Il y a d'abord, pour les Parisiens et les banlieusards, la bonne nouvelle, la signature d'un accord à la RATP et la normalisation progressive du trafic, même s'il y aura encore des perturbations dans les jours qui viennent. Il y a le discours très attendu et important du président soviétique à l'ONU. Et puis, il y a cette petite phrase que tous les journalistes du monde ont lue et relue tout à l'heure. Cette petite phrase, ou plutôt ces guillemets, que les observateurs guettent depuis des années. Cette phrase, je vous la lis, le Conseil national palestinien a accepté 2 États, un État palestinien et un État juif, Israël. Est-ce suffisamment clair? Fin de citation. La phrase est de Yasser Arafat lors d'une conférence de presse tout à l'heure à Stockholm à l'issue d'une rencontre avec une délégation de juifs américains. Est-ce suffisamment clair, disait-il? Chaque mot compte, mais il s'agit bien, cette fois, de la première reconnaissance explicite de l'État d'Israël par la centrale palestinienne, Pierre Serra. I have mentioned it just now when I said that the PLO parliament, the Palestinian parliament, the PNC had accepted 2 states, Palestine state and Jewish state, between brackets, Israel. Clear and obvious. Clair et évident, c'est ainsi qu'Arafat qualifie le pas qu'il a franchi aujourd'hui à Stockholm, où il était l'invité du gouvernement suédois pour rencontrer des représentants des communautés juives américaines. Déjà, le 13 septembre dernier, invité par le groupe socialiste du Parlement européen, le chef de l'OLP avait largement indiqué l'orientation qu'il souhaitait prendre vers une reconnaissance formelle d'Israël. Et à Alger, le 15 novembre dernier, la reconnaissance d'Israël était implicitement contenue dans les décisions prises par le Parlement palestinien, qui, tout en proclamant l'État palestinien, reconnaissait en même temps la résolution 242 du Conseil de sécurité qui garantit l'existence d'Israël. C'est donc aujourd'hui à Stockholm, l'avant-dernière étape avant l'Assemblée générale de Genève, d'une reconnaissance distillée qui devient pour la première fois formelle et explicite. En Israël, où les forces de sécurité sont sur le qui-vive, à la veille des 2 jours de grève générale qui marqueront dans les territoires occupés le 1er anniversaire du soulèvement de l'Intifada. En Israël, donc, le gouvernement ne veut rien entendre. Dans un instant, nous les attendons, les réactions de Shimon Peres et de Yitzhak Shamir. Mais tout de suite, l'ambassadeur d'Israël en France, Monsieur Ovadia Sofer, bonsoir. Bonsoir. Pour vous, est-ce que cette déclaration d'Arafat que vous venez d'entendre en même temps que nous, est-ce qu'elle a bien valeur, cette fois, d'une reconnaissance explicite ou non? Tout d'abord, je ne sais pas dans quel contexte ça a été dit et si c'est la phrase entière ou une demi-phrase, parce que nous sommes habitués à des déclarations et des démentis après. Mais je voudrais aussi poser une question. Est-ce que M. Arafat a renoncé au terrorisme? C'est par les actes qu'on doit juger les paroles de M. Arafat. Il y a quelques semaines, en mois, lorsqu'il était à Strasbourg, il a souhaité au peuple israélien, Shana Tova, une bonne année, et tout de suite après, il nous a envoyé des squads d'assassinats qui ont coûté, entre autres, la vie à une pauvre femme avec ses 3 enfants. Il vient de dire que le Parlement palestinien à Alger, a légitimé le terrorisme contre Israël. Oui, mais en même temps, monsieur l'ambassadeur, à Alger, et encore une fois, semble-t-il, aujourd'hui à Stockholm, Yasser Arafat a explicitement renoncé, ou annoncé en tout cas que l'OLP renonçait à l'usage du terrorisme. Or, ce sont toujours les conditions, semble-t-il, que les autorités israéliennes
ont posé à une amorce du dialogue avec l'OLP? Vous savez, Madame Ockrent, j'ai le bonheur de connaître l'arabe et j'ai ici le texte en arabe de ces déclarations. Vous parlez de celle de... Les Palestiniens parlent explicitement sur le droit de retour des Palestiniens. Et ce qui est, d'après eux, c'est le droit de retour des centaines de milliers de Palestiniens à Jaffa, à Haïfa, en Galilée. Ça veut dire la liquidation de l'État d'Israël. Ce n'est pas par des actes unilatéraux qu'on peut arriver à une solution. Il faut négocier. Il faut que cet État qu'ils ont proclamé sur le papier, il faut mener une négociation avec des éléments valables. Pour reconnaître l'État d'Israël, il faut aussi les reconnaître par les actes. Alors justement, Monsieur Sofer, je vous interromps un instant, je vous propose d'écouter la réaction de Shimon Peres, qui est donc toujours le ministre des Affaires étrangères de votre pays. Monsieur Peres à Jérusalem. Pour nous, il est clair que l'OLP fait un travail de sape et que chaque nuit, chaque jour, chaque matin, nous savons que ses membres essayent de continuer leur activité terroriste, à l'intérieur comme à l'extérieur d'Israël. Ce que dit Arafat n'a aucune importance dans ses efforts de relations publiques en Europe et ailleurs. La philosophie et l'idéologie de l'OLP est la destruction d'Israël. C'est sa raison d'être, comme disent les Français. Et si les membres de l'OLP sont arrivés à la conclusion que c'est impossible d'atteindre ce but, la destruction d'Israël, l'OLP n'a plus qu'à se dissoudre et à disparaître. À nouveau, cette fois, aujourd'hui à Stockholm, on a fait référence aux positions évasives et pas claires adoptées par le Conseil national palestinien à Alger, en leur apportant une sorte d'explication savante. À moins qu'on ne mette fin à la violence et au terrorisme, qu'il y ait une reconnaissance claire de la résolution 242 des Nations Unies, une volonté de négocier dans un cadre pacifique, moi-même, je crois que ces formules ne sont que des exercices en relations publiques, pas un véritable choix politique. C'était donc dans l'ordre d'abord M. Shamir, le Premier ministre, ensuite M. Peres. M. Sofer, donc des positions qui, bien sûr, en d'autres termes, rejoignent évidemment ce que vous venez de nous dire. Est-ce que cela veut donc dire que le gouvernement israélien refuse toujours toute espèce de dialogue au moment même où, dans les territoires occupés, l'agitation continue, donc un an d'agitation? Il faut le dire, le gouvernement d'Israël, comme les précédents gouvernements et le futur gouvernement, veut un règlement pacifique, un règlement et une solution avec les Palestiniens. C'était toujours notre objectif. Nous voulons la paix et la coexistence avec nos voisins et avec les Palestiniens. Dans leurs droits, nous sommes les seuls à explicitement reconnaître dans les accords de Camp David. Mais ce n'est pas par des actes unilatéraux. Figurez-vous, qu'est-ce que vous, les spectateurs, et je me permets de vous adresser, qu'est-ce que vous aurez senti si un mouvement qui se dit un mouvement de libération aurait déclaré votre propre capitale comme sa capitale? Ce n'est pas par des actes unilatéraux ou par du terrorisme qu'on va négocier ou qu'on va arriver à une solution plausible. Il faut dire aussi que le PNB à Alger a demandé la convocation d'une conférence internationale, mais une conférence internationale avec une autorité d'imposer une solution. Et tant qu'il y a cette idée d'imposer une solution à Israël, il n'y aura pas un paix. Monsieur l'ambassadeur, merci donc pour cette réaction aux propos tenus ce matin à Stockholm par Yasser Arafat. Encore un peu de patience pour les usagers des transports en commun à Paris. Les syndicats, à l'exception de la CGT, ont finalement accepté ce matin les propositions de la direction, mais il faudra quelques jours avant que le trafic redevienne normal. En tout cas, dès demain, le dispositif des transports de remplacement va être allégé. Christophe Marté. Finalement, ils ont dit oui.
mais il aura fallu du temps aux 4 syndicats modérés, pas moins de 48 heures, pour apposer leur signature à l'accord salarial de la RATP. Le conflit a été très long, il fallait donc trouver une issue. Et de plus, cet accord, qui est un bon accord, qui ne dépasse pas nos espérances, bien entendu, ça ne dépasse jamais les espérances des syndicalistes, mais qui est un bon accord par rapport à l'accord qu'on nous avait proposé initialement. Donc il fallait donc arriver à un compromis. Nous y sommes arrivés tous ensemble, mais dans l'unité, et c'est très bien. La proposition que... Dès ce matin, il y avait du flottement à la reprise de travail. Ici, au dépôt de bus de Malakoff, la CGT battait le rappel, mais il n'y avait plus que 30 grévistes face aux urnes, contre 130 hier. Le trafic bus et métro s'améliorait d'ailleurs sensiblement. À Javel, un atelier de réparation du métro, la CGT redoutait déjà la signature des 4 syndicats, sachant qu'elle allait se retrouver isolée. Nous, on veut l'unité syndicale, on a toujours voulu l'unité syndicale, on a toujours tout fait pour, mais en suivant les volontés du personnel. Maintenant, si des syndicats lâchent le personnel, nous n'y sommes pour rien. Même si le travail reprend rapidement à la RATP, il faudra 5 à 6 jours pour remettre le matériel en état. Bus, métro et RER ne retrouveront leur vitesse de croisière que la semaine prochaine. À l'Assemblée nationale, le ministre des Transports, Michel Delbarre, a déclaré que l'accord à la RATP est bien le témoignage de la volonté de dialogue du gouvernement. Dans les couloirs, Georges Marchais a affirmé de son côté le soutien du Parti communiste aux travailleurs, quelle que soit la forme de lutte qu'ils choisissent, autrement dit, pas nécessairement la grève. Il s'est aussi déclaré hostile au principe d'un service minimum dont le Premier ministre Michel Rocard avait parlé hier soir. Cette question du service minimum dans les services publics, et notamment dans les transports, pose, au-delà du principe, toutes sortes de problèmes pratiques. C'est ce que nous explique Nicolas Jacobs. Scène habituelle depuis 2 semaines, la cohue dans le métro. Et pourtant, depuis le début de la grève, en moyenne 1 rame sur 2 a circulé. Un service minimum aurait-il permis d'augmenter ce trafic ou au moins d'adoucir les conséquences du conflit? C'est tout le problème pour la RATP. En temps normal, le réseau est déjà au bord de la saturation. Qu'il vienne à manquer ne serait-ce que quelques rames et le trafic est complètement désorganisé. Avec ses conséquences, voitures surchargées, mouvements de foule sur les quais et risque d'entorse aux règles de sécurité les plus élémentaires. Autant de raisons qui font qu'à la RATP, on reste très prudent quant à la possibilité d'instaurer un service minimum. Je conçois parfaitement que ça devienne aujourd'hui un problème à traiter en priorité. Mais la question est quand même très difficile et nécessite de notre part des études techniques en même temps que des réflexions. À l'étranger, la notion de service minimum n'existe pas. En France, seuls 2 secteurs d'activité sont soumis à cette règle, le contrôle aérien et l'audiovisuel public. D'autres secteurs ont leur droit de grève délimité. C'est le cas pour EDF, par exemple, où les conflits doivent épargner les établissements stratégiques ou les hôpitaux. Déjà en 86, lors de la grande grève de la SNCF, l'idée d'un service minimum avait agité le monde syndical et politique. Mais cette réflexion s'était arrêtée au moment où les trains redémarraient. L'autre conflit qui couve dans les transports est celui de la SNCF. La CGT, vous le savez, a déposé un préavis de grève pour lundi et mardi prochain. La direction ne prévoit pas de trop fortes perturbations. Mais il y a déjà des grèves perlées, comme Jean-Pierre Métivet l'a constaté dans un atelier de la SNCF à Paris. Des grèves perlées, locales, presque quotidiennes. Pour aujourd'hui, pas moins de 11 préavis de grève étaient déposés à la SNCF. Là, des contrôleurs, ailleurs, des guichetiers, ici, le personnel d'entretien. Dans ces ateliers, la grève revient régulièrement chaque vendredi depuis un mois. Au niveau de mes équipes, enfin des équipes qui concernent ma section, c'est 100% de grévistes. 100% de grévistes le vendredi après-midi. Raison, la baisse continue des effectifs. L'an prochain, l'atelier perdra encore 50 emplois sur 700. On produit plus qu'avant. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le matériel nécessaire et on n'a pas l'effectif. Et bien entendu, le salaire, on gagne 5 400 francs par mois. Pas sûr pourtant que cela fasse contagion. Le climat est très lourd, mais chacun a en tête le traumatisme de la grande grève de l'hiver 86-87. 27 jours d'un conflit devenu impopulaire et qui a coûté très cher aux cheminots. Je pense pas, moi personnellement, je parle personnellement, je pense pas que les cheminots ils repartent en grève pour les fêtes de fin d'année.
Un signe, pour lundi et mardi prochain, la CGT dépose un préavis, mais n'appelle pas encore à la grève. Tout va dépendre lundi de la rencontre syndicat-direction au sujet des salaires 1989. Les augmentations proposées vont de 2,4 à 2,8%, mais il sera difficile à la SNCF de ne pas tenir compte de ce qui a été accordé à la RATP. La grogne dans le secteur public passe les frontières. À Bruxelles aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires ont défilé à l'appel de tous leurs syndicats pour exiger une amélioration de leurs conventions collectives. La situation sociale, les relations avec le Parti communiste ont été abondamment discutées en fin d'après-midi au Parti socialiste qui recevait le Premier ministre Michel Rocard. Les socialistes l'ont assuré de leur soutien total. Et à l'Assemblée en ce moment, les députés ont repris leur débat sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le texte devrait passer au vote dans la nuit. On attendait ce matin à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, une annonce spectaculaire pour le premier discours en cette enceinte du chef de l'État soviétique. Mikhail Gorbatchev a réussi son effet. L'Union soviétique va réduire dans les 2 ans à venir et de façon unilatérale son armement conventionnel en Europe, c'est-à-dire son armement non nucléaire, et retirer 1,5 million d'hommes d'Europe de l'Est. Georges Bortoli. L'URSS a décidé de réduire ses forces armées. Dans les 2 ans qui viennent, leurs effectifs seront diminués de 500 000 hommes et le volume de leurs armements sera également réduit de façon substantielle. Ces réductions seront effectuées de façon unilatérale et sans liaison avec les débats sur le désarmement de Vienne. 500 000 hommes de moins, cela fait une réduction de 15% sur les effectifs de l'armée soviétique qui sont actuellement de 3 500 000 hommes. Des précisions géographiques maintenant, 10 000 tanks, 8 500 systèmes d'artillerie, 800 avions de combat seront retirés de la partie européenne de l'URSS. Car c'est à l'Europe que M. Gorbatchev pense avant tout, avec l'intention annoncée d'alléger le dispositif soviétique en Hongrie, RDA et Tchécoslovaquie, 3 pays clés du pacte de Varsovie. Mais M. Gorbatchev annonce également une réduction d'effectifs significative dans la partie asiatique de l'URSS et en Mongolie. Enfin, il propose l'instauration d'un cessez-le-feu en Afghanistan le 1er janvier prochain, avec envoi de casques bleus des Nations Unies. L'Afghanistan, le désarmement, ce sont bien là les 2 fronts de la nouvelle offensive diplomatique de Mikhail Gorbatchev à destination de l'Occident. Et il s'agit chaque fois de propositions conséquentes, Georges. Oui, c'est des propositions, cette fois-ci encore, structurées avec des chiffres, des détails, et puis c'est des propositions spectaculaires. Dans ce sens que Mikhail Gorbatchev dit... C'est une décision unilatérale. Je ne vous demande rien en échange. Sous-entendu, si vous faites vous aussi une réduction de votre effort militaire, ce serait pas mal non plus. Mais ça n'est pas dit. Il faut tout de même se souvenir qu'un lointain prédécesseur de M. Gorbatchev, qui s'appelait Khrouchtchev, avait réduit en 1956, non pas de 15, mais de 30% les effectifs des forces armées soviétiques et qu'il a purement et simplement annulé cette mesure 2 ans plus tard sur la pression de ses militaires. Alors, à propos de pression militaire éventuelle, il faut tout de même noter qu'au moment même où M. Gorbatchev lançait ce plan de réduction d'effectifs, le chef d'état-major général des forces armées soviétiques démissionnait, officiellement pour raison de santé, mais vous savez que c'est ce qu'on dit en général. Mais il reste le conseiller militaire de M. Gorbatchev. C'est également ce qu'on fait en général. À New York, en ce moment même, Mikhail Gorbatchev, Ronald Reagan et George Bush finissent de déjeuner ensemble dans l'île de la Statue de la Liberté. Ce matin, à l'ONU, des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises pour empêcher toute manifestation arménienne. Paul Naon. Jamais l'ONU n'avait reçu l'un de ses membres avec de tels honneurs. Il est vrai aussi que depuis l'arrivée de Mikhail Gorbatchev au pouvoir, une lune de miel a commencé entre Moscou et les Nations Unies. Le numéro 1 soviétique a été accueilli par le secrétaire général, M. Pérez de Cuellar. Mais à l'extérieur, il est peu probable que Mikhail Gorbatchev ait vu ces manifestants arméniens, des émigrés de la région de Kiev qui protestaient contre la répression dans leur province. Il n'aura pas non plus entendu ces manifestants juifs qui réclamaient plus de liberté en Union soviétique et le droit pour les juifs d'émigrer où bon leur semble. L'Assemblée générale, elle, a fait une véritable ovation à Mikhail Gorbatchev quand il est arrivé à la tribune. C'est la 2e fois dans l'histoire qu'un leader soviétique s'adresse à l'ONU.
Pour les délégués, un moment particulier d'intérêt quand le secrétaire général a annoncé une réduction de l'armée rouge de 500 000 hommes d'ici 2 ans, une décision unilatérale, et le retrait de 6 divisions blindées du pacte de Varsovie. Considérer que c'est un coup politique et médiatique de Mikhail Gorbatchev? Je crois que pour certaines opinions occidentales, oui. D'ailleurs, pour les Allemands, pour certaines opinions publiques en Europe de l'Est, je crois que ce cadeau de Noël va avoir un impact quand même. En ce moment même, Ronald Reagan et George Bush déjeunent avec Mikhail Gorbatchev. Les 3 hommes, sans aucun doute, parlent et parleront de cette nouvelle initiative soviétique à l'ONU, mais il n'y aura aucune réaction officielle des Américains avant l'entrée en fonction de George Bush à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Mikhail Gorbatchev doit rester à New York 2 jours encore avant de partir pour Cuba. Mais la situation intérieure en Union soviétique continue sûrement à le préoccuper. En Estonie, la République balte, qui il y a 3 semaines déjà avait défié Moscou en votant un droit de veto sur les lois du Soviet suprême, eh bien, les députés estoniens ont rejeté le décret qui invalidait ce vote pour non-conformité avec la Constitution. Au sud, dans les républiques du Caucase, la situation est d'autant plus grave qu'un tremblement de terre a ébranlé le nord de l'Arménie aujourd'hui. Il y aurait de nombreux morts et des dégâts considérables. Patricia Coste. Un tremblement de terre d'une forte intensité. Les centres d'études géologiques occidentales avaient enregistré une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, ce qui signifie des dégâts considérables et de nombreuses victimes. D'autant plus que l'épicentre du séisme est situé non loin d'une série de villes du nord de l'Arménie, Leninakan, Gougark, Stepanapan et surtout Kirovakan, durement touchés. Kirovakan, vers qui, tragique coïncidence, ont afflué depuis plusieurs jours des milliers de réfugiés arméniens terrorisés par les pogroms de la République voisine, l'Azerbaïdjan. C'est d'ailleurs le même homme, le vice-premier ministre Boris Tchertcherbina, déjà chargé de la question des réfugiés arméniens et azéris, qui est responsable aujourd'hui de la commission qui doit venir en aide aux sinistrés du séisme. Hier, il était déjà à la recherche de plusieurs milliers de lits pour les réfugiés. Aujourd'hui, après ce tremblement de terre, il n'a pu fournir aucun bilan des victimes. Le tremblement de terre a été ressenti aussi en Turquie et au nord de l'Iran, mais de façon beaucoup moins forte. Libération en Grèce d'un Palestinien qui aurait participé pourtant à plusieurs attentats. Il est parti aujourd'hui pour la Libye, rejoindre sans doute le groupe Abu Nidal. Emmanuel Vanier. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire du City of Poros. Abdel Al-Zomar, membre présumé du groupe Abu Nidal, vient d'être remis en liberté par la Grèce où il était en prison depuis près de 4 ans. Les autorités françaises le soupçonnaient d'avoir été mêlé à l'attaque du City of Poros. Les Italiens d'avoir participé à l'attentat contre la synagogue de Rome en octobre 82. Abdel Al-Zomar a choisi de se réfugier en Libye. Aucune chance désormais pour les enquêteurs français et italiens de l'interroger sur les différents attentats auxquels on le soupçonne d'être mêlé. Le roi Juan Carlos aujourd'hui à Paris pour une visite éclair dans la capitale. Le souverain espagnol a été reçu comme membre associé de l'Académie des sciences morales et politiques. Choisi en raison de son rôle personnel dans le rétablissement de la paix civile et de la démocratie en Espagne, Juan Carlos s'est déclaré déterminé à œuvrer désormais pour l'avenir de l'Europe des libertés. 90 personnes arrêtées, plusieurs millions de dollars et 5 tonnes de cocaïne saisies. Le FBI vient de porter un coup sévère aux trafiquants de drogue colombiens et américains. Parmi les personnes arrêtées, une star de la musique salsa et 2 anciens policiers de Miami. 17 mois d'enquête et les moyens les plus sophistiqués pour aboutir au démantèlement de ce réseau. Le FBI avait créé une société fictive de communication. Elle vendait des gadgets électroniques, notamment des radios aux trafiquants. Radios qui facilitaient les filatures et qui ont également permis aux gardes-côtes américains d'intercepter de nombreux bateaux bourrés de drogue. Mauvaise surprise pour beaucoup de petits porteurs français, ceux qui ont découvert les placements en bourse sous l'effet des privatisations. La plupart des banques ont en effet décidé de prélever désormais des droits de garde pour les actions qu'elles gèrent, au lieu de continuer à les exonérer. Claire Chazal. Les 4 millions de petits porteurs de titres de sociétés privatisées comme Paribas vont bientôt perdre peu à peu le privilège de ne rien payer à la banque qui abritait leur portefeuille. Ce privilège leur avait été accordé sur la demande d'Édouard Balladur pendant 18 mois suivant chaque privatisation. Retour au droit commun donc pour Saint-Gobain, la première des privatisées dès janvier prochain. Les actionnaires auront à payer à leur banque, comme tous les autres détenteurs de titres,
des frais de garde allant, suivant l'établissement, de 10 à 200 francs pour la gestion d'une ligne d'action. Mais certains tarifs, comme ceux du CCF, qui préfèrent encourager les gros portefeuilles, apparaissent aujourd'hui plutôt dissuasifs pour l'actionnariat populaire. L'idée est qu'une ligne informatique, qu'elle contienne une action ou 100 actions, coûte aussi cher. Donc proportionnellement, vous avez effectivement un coût plus cher pour celui qui a une action que pour celui qui en a 100. Heureusement, les titres des privatisés se sont globalement appréciés à la bourse depuis 2 ans. Mais reste à savoir si les petits porteurs avaient bien été informés du surcoût et s'ils ne vont pas être à terme incités à revendre leurs actions. Rien ne va plus entre Européens et Américains à Montréal. Les discussions sur le commerce international des produits agricoles qui inquiètent tant les agriculteurs français qui ont manifesté ces jours-ci, eh bien ces discussions viennent d'être ajournées, purement et simplement. Aucun nouveau rendez-vous n'a été pris. Pour nous dérider un peu, passons au registre comique grâce à Jérôme Deschamps. C'est dimanche, enfin c'est en tout cas le titre du nouveau spectacle que sa compagnie produit sur la scène du centre Beaubourg. À l'affiche, de la tendresse, de l'humour et surtout de la dérision. Hervé Brusini. La science, la recherche, la technique de pointe, enfin reconnue, célébrée dans ce spectacle. Et oui, la maîtrise du microprocesseur n'est pas chose facile. L'auteur de ces dimanches nous a confié quelle était son ambition. Si vous voulez, c'est un spectacle qui est résolument tourné vers le futur. Et à l'approche de 92 et de l'an 2000, à l'époque de la fibre optique et des supraconducteurs, on souhaite être une vitrine de la technologie française. Vous n'y croyez pas. Et pourtant, tous les soirs, en direct, ce landau décolle du centre Georges Pompidou, comme il le ferait de Cap Kennedy. Pour remettre définitivement les choses à leur place, les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes. Les voici: le 19, le 10, le 12, le 9, le 17, le 1, le 4 et le 15. Demain, à 7h45, invité de Gérard Morin en 4 vérités, Madame Edwige Avis, qui est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Elle parlera bien sûr de l'actualité internationale et aussi du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sera célébrée samedi. Dans un instant, Laurent Cabrol nous parlera du temps. Henri Sagnier vous présentera notre dernier journal vers 23h30. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h.